Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présent pour cette, on ne va pas dire masterclass parce que le terme est toujours un peu pompeux, mais cette conversation qu'on va avoir avec Jean-Paul Gaultier autour du cinéma, de sa cinéphilie, puis de la façon dont l'art de la mode et du cinéma se sont rencontrés à travers vous beaucoup. Pour commencer cette... Alors, d'abord, pour commencer, je voudrais dire combien j'ai aimé, adoré le film. Non, ça, vous n'avez pas le droit du tout d'en parler, puisque vous êtes dans le jury. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas le droit de dire ça. Mince. Désolé d'être un peu censeur, bon, alors, mais... Je n'ai rien dit, je ne l'ai pas vu d'ailleurs. J'ai choisi 5 extraits, enfin, il y a des bandes annonces et un extrait pour rythmer cette conversation. Vous ne savez pas encore lesquels, mais je pense que ça devrait vous aller. Pour commencer, on va peut-être lancer le premier extrait. L'âme de la robe, c'est le corps de la femme. Une robe sans âme, c'est une robe qui n'a pas été faite pour quelqu'un, créée pour quelqu'un. Créée, vous ne pourrez pas savoir ce que c'est. Je suis seul, moi. Je commence à croire que je serai toujours seul dans la vie. Tu es même pas fichu de sortir une collection de printemps avant le 14 juillet. Si encore tu savais te faire aimer par les gens, mais tu rates tout. Tu rates ta vie et celle des autres. Voilà une fille qui n'a pas de sein. Elle a une taille et puis elle n'a pas de sein. On ne peut pas tout avoir. On ne vous demande pas votre avis. J'ai cru qu'elle était vivante. Non, non. Elle est morte. Cette comédie que nous jouons depuis 3 semaines a assez duré, vous ne trouvez pas? Je ne joue pas, moi, Philippe. Je ne suis pas comme vous. Je ne fais pas un numéro dans la vie. T'es un cinglé. Tu es un salaud. Je suis bien arrivé à vous détester. En êtes-vous sûr? Il y a des mots que j'ai réussi à ne jamais dire à une femme. Je vous aime. Pour qui connaît un peu votre travail, c'était une évidence de commencer par cette bande-annonce, parce que c'est le film qui a été le début de tout. Le début de tout, tout à fait. C'est-à-dire, je l'avais vu, j'avais 13 ans. Je l'ai vu à la télévision, évidemment, puisque c'est un film des années 40, alors quand même... 44. Je ne l'ai pas vu à la sortie, évidemment. Et je dois dire que j'ai été absolument étonné et je me suis dit, c'est merveilleux et tout, c'est ça que je veux faire. Quoi. Ça a été tout de suite, je me suis dit, c'est ma passion, c'est mon rêve de faire cette profession. Et pourquoi? Alors, en fin de compte, je crois que dans le film, on voit déjà le côté spectacle. Et ça se voit après dans le travail que j'ai fait, même dans la mode. C'est-à-dire qu'il y a le défilé. Et je pense que peut-être j'aurais pas fait de mode s'il n'y avait pas eu de défilé. Là, j'ai fait de la mode, j'aurais pu faire des costumes de cinéma, parce que j'étais attiré quand même par le vêtement. Mais là, en voyant cela, je me suis dit, oui, le spectacle, la lumière, les projecteurs, un peu comme un public, une salle, avec des gens qui regardent, les mannequins passés, et qui sont là avec le spot sur le visage et tout. Et ça m'a fait rêver, c'était un peu comme un rêve, comme ça. Et les gens qui regardaient ce rêve, qui regardaient cette chose spectaculaire, en fin de compte. Donc, ça a été la mode, mais la mode à travers le prisme du cinéma. Et ça m'a toujours accompagné, dans mes influences, dans plein de choses. Et puis, ça a été le début d'une passion pour les actrices, et pour la première d'entre elles... Micheline Prel, évidemment, qui est toujours en vie, qui a 100 ans, qui est absolument magnifique, et qui est toujours comme ça curieuse et tout. C'était assez incroyable parce que j'ai eu la chance, j'ai fait une exposition qui était cinémode à la Cinémathèque de Paris, voilà. J'en parle maintenant, oui. On peut. Oui. Et donc, si vous voulez, c'était justement le prisme. Alors c'était d'abord, j'ai commencé à le faire avec Tony Marshall, qui, hélas, est décédée, qui est la fille, en plus de Micheline Prel. Donc c'était faire le tour, si vous voulez, je ne sais pas, arriver à mes débuts grâce à... Alors j'ai vu une fois Micheline Prel, j'ai rencontré une fois par hasard Micheline Prel. Je lui ai dit qu'en fin de compte, le métier que je faisais, c'était grâce à elle. Et après, j'ai connu sa fille et on a fait ensemble, j'ai même fait avec elle mon Fashion Freak Show. Et donc,
c'était comme une histoire donc ma famille, en quelque sorte. Et donc, ce cinémode, c'était montrer le rapport entre la mode et le cinéma. Pas seulement un rapport de habiller, pas simplement faire des costumes, mais c'est aussi, parce que la mode, c'est aussi le prisme, en fin de compte, c'est quelque chose qui focus sur ce qui se passe, sur la société, comme est le cinéma. Et donc, j'ai voulu, dans Cinémode, montrer à quel point l'évolution, notamment de l'homme et de la femme, allait de pair avec l'évolution que l'on montre dans le cinéma au travers des films. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai voulu montrer que l'homme devenait de plus en plus féminin à travers le temps et la femme de plus en plus forte avec du pouvoir. Très bien, on va pouvoir enchaîner sur le deuxième extrait qui va nous permettre de continuer sur cette lancée. Pas qu'elle t'aime. Parce que l'arrivée dans le cinéma de la femme forte, de la femme qui décide de son destin et de la façon dont elle va gérer sa vie, son corps, c'est Brigitte Bardot dans « Et Dieu créa la femme ». Tout à fait. C'est ça qui est assez incroyable, parce que c'est un paradoxe total. Parce que je me souviens qu'étant gamin, quand est sorti le film, j'entendais dire « Ah oui, Enfin, que c'était une femme-objet, quoi. Elle était sexy avant tout. » C'est-à-dire mettre la femme au niveau de seulement femme-objet. Or, c'est l'inverse de... Enfin, évidemment qu'elle est sexy, mais naturellement sexy. C'est pas du tout quelqu'un qui se plie à la volonté de... C'est quelqu'un qui est, et c'est tout, et qui use même de son pouvoir, par contre, pour elle, être au-dessus des hommes. C'est tout à fait ça. C'est la femme libre, c'est-à-dire elle fait ce qu'elle agit en fin de compte comme un homme, alors qu'elle a toutes les apparences évidemment d'une femme, mais d'un certain type de femme. Donc c'est une espèce d'assez paradoxe de montrer que elle, qui était censée être une femme objet, est tout à l'inverse de ça. C'est tout le contraire. C'est une femme qui décide, qui choisit ses proies, un peu comme une prédatrice. Et qui vit librement, c'est ça surtout, c'est surtout une espèce d'égalité. Et en faisant justement, en préparant Cinémode, je me suis rendu compte justement que c'est tout l'inverse à la même époque quand on voit justement cette image, enfin dans ce film, où on la voit tellement libre, tellement montrant une femme qui danse, qui n'essaye pas d'être belle, n'est pas sophistiquée. C'est l'inverse d'Hollywood et des films du cinéma avec, mettons, Marilyn Monroe, qui est complètement apprêtée, qui est complètement sous, si vous voulez, une victime, en fin de compte, du système hollywoodien. Elle, c'est une femme libre qu'elle montre, qui transpire, danse, le cheveu complètement échevelé et qui n'a pas peur, qui n'est pas, si vous voulez, avec le meilleur angle et tout. Elle est là et elle vit sa danse. Donc c'est un état sauvage, un état brutal qui est absolument magnifique et qui, en effet, je comprends qu'il y a des gens qui trouvaient ça scandaleux parce que ce n'était pas selon les règles de la femme-objet. C'est tout sauf une femme-objet. Et dans l'exposition Cinémode à la Cinémathèque, vous la mettiez en parallèle avec Marlon Brando dans L'équipé sauvage. Exactement. C'est assez incroyable. Alors, pour deux raisons. C'est qu'en préparant du coup cette exposition, je me rendais compte de plus en plus de tout ce qu'elle avait apporté, toute la liberté qu'elle avait apportée, sa façon de s'habiller, qui n'était pas du tout... Quand on pense qu'elle s'est habillée, et j'avais d'ailleurs la robe dans l'exposition, sa robe de mariée était une robe courte en Vichy.
c'est quand même une matière pauvre, quoi. C'est vraiment tout l'inverse de tout l'établishment, avec une robe de mariée, ça doit être une robe de princesse, etc. Pas du tout. Elle était en ballerine et avec cette robe en Vichy. Je trouve ça assez magnifique, non, une espèce de simplicité, mais qui est son choix. C'est-à-dire ce n'est pas parce qu'une robe simple parce qu'elle est pauvre, c'est au contraire. Elle choisit ça parce qu'elle trouve ça beau et ça lui plaît de se marier comme ça. Et donc, oui, je dirais la comparaison avec Marlon Brando, c'est-à-dire que elle est la face de la femme libre, et Marlon Brando, c'est l'homme qui se féminise, on va dire. C'est l'homme qui, d'un seul coup, use de son sex appeal, mais consciemment. Il n'est pas dirigé par des metteurs en scène ou des directeurs qui lui disent « joue comme ça » et tout. C'est lui-même qui sait montrer le côté sexy de l'homme, parce qu'il y a un côté sexy de l'homme, mais qui jusque-là était, on va dire, pas du tout montré. Comme la femme de pouvoir n'est pas montrée, la femme libre n'était pas montrée, et bien là, l'homme n'était pas montré. Sinon, ça faisait un peu louche. Un homme qui faisait attention à sa façon d'être, à sa façon de... Par exemple, dans un tramway nommé Désir, il y a l'équivalent de... la transpiration de Brigitte Bardot en train sur de le danser. t-shirt Il y a blanc. lui son t-shirt qui est complètement avec des traces d'humidité là, sur le poitrail. À un moment, j'ai même vu une photo que je n'avais plus en mémoire, mais qui fait partie aussi du film, où il a un débardeur, un Marcel, donc qui est plutôt quelque chose de viril, quoi, on va dire, et bien comme vêtement, et bien comme détendu et tout, et qui lui fait une espèce de décolleté asymétrique. Donc c'était vraiment, genre, montrer une sensualité, une sexualité à un homme, chose qui était vraiment scandaleuse. Et sa façon, je crois d'ailleurs, très travaillée dans la façon de parler. Il paraît qu'au théâtre, quand il jouait un tramway nommé Désir, il murmurait, comme ça, il parlait très doucement et tout, pour que les gens l'écoutent et soient complètement sous sa domination par sa voix, quoi. Donc c'est quelqu'un qui lui aussi a montré l'homme sexy en fin de compte. Et dans cette exposition, j'ai donc essayé de montrer à la fois comme quoi la femme donc arrivait vers ce pouvoir, cette liberté, et l'homme lui devenait même vénal. Il y a des films comme peu à peu American Gigolo, Macadam Cowboy, où l'homme qui en fin de compte se prostitue et tout. Donc c'est des choses qui n'étaient pas montré avant. C'était quelque chose de tabou, quoi. L'homme ne devait pas. L'homme, c'était toujours l'argent, la puissance, le patriarcat, enfin, tout ce genre de choses. Alors que là, c'est autre, un homme objet. Et d'ailleurs, dans ce que j'ai fait, dans mes premières collections hommes, c'était l'homme objet. Et dans tout votre travail de créateur, ce dégenrage, ce jeu avec les codes de genre, que ce soit d'un côté ou de l'autre, a été une inspiration vraiment très, très marquante et très forte. Oui, et ce qu'il y a de fou, c'est que même dans le vêtement, bon, évidemment, la veste d'homme, donc, qui est un symbole du costume de l'homme, j'avais remarqué que, mettons, les femmes, quand elles portent une veste d'homme, eh bien, à l'intérieur, il n'y a jamais les poches sont extérieures. Alors que l'homme, il a la vraie veste d'homme a toujours une poche intérieure, c'est la poche du portefeuille. Donc ça voulait dire que l'homme était relayé à ça, genre à payer et tout, c'était lui, voilà, son pouvoir et tout. Donc moi, évidemment, j'ai mis dans mes vestes pour femmes, mais genre vestes d'hommes, des poches internes, évidemment. Elles aussi peuvent payer. Et nous inviter, non? Casser les codes de genre. Voilà. Égalité, tout au moins. Et sur cette période, j'avais une actrice à citer parce qu'elle est très présente dans l'exposition, elle était très présente, c'est Catherine Deneuve. Qu'est-ce qu'elle a représenté pour vous? Qu'est-ce qu'elle représente? C'est mélangé. Alors c'était évidemment une géniale actrice avec des films incroyables comme évidemment Belle de jour qui est absolument fabuleux. Tous les rôles différents, aussi le film de Lauzet et tout, extraordinaire. Mais aussi l'élégance à la française. Et évidemment, représentant Yves Saint-Laurent, enfin, étant habillé en Saint-Laurent, étant très fidèle et tout, à Saint-Laurent. Donc c'est vrai que c'était un modèle d'élégance. J'adorais ce que faisait Saint-Laurent et il se trouve qu'elle le portait. Donc ça a été étroitement mêlé. Mais aussi parce qu'elle représente une certaine forme d'élégance, de classe, mais en même temps, elle-même a fait des choix de films absolument... qui allait justement, Belle de jour, c'était assez scandaleux, quoi. Et donc, je crois qu'elle n'a absolument pas peur et qu'au contraire, adore quelque chose qui est tout à fait à l'image à l'encontre de l'image qu'elle représente. Donc, c'est en cela que je la trouve assez merveilleuse. Le troisième extrait, enfin la troisième bande-annonce,
va être un peu synonyme de révolution chez vous. Ça va provoquer des choses nouvelles, on regarde. You've seen all kinds of movies, but you've never seen anything like the Rocky Horror Picture Show. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. The Rocky Horror Picture Show is wonderfully weird. I'm your new commander. You now are my prisoner. They're probably foreigners with ways different than our own. It's fabulously freaky. It's a trip to transsexual Transylvania. The Rocky Horror Picture Show. Transsexual Transylvania. The story is strange. But tonight is the night that my beautiful creature is destined to be born. Oui, alors ça a été un choc. Ça, c'était Londres. C'était ma période où j'allais beaucoup à Londres. Et c'était pré-punk. C'est ça qui était drôle. En situation, c'était en 75, je l'ai vu, je crois, ou 74. Et je sais que je me baladais dans Londres, dans King's Road, et d'un seul coup, j'ai vu justement ses lèvres, une affiche noire avec les lèvres rouges comme ça qui saignaient un peu. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais aller le voir. Et c'était la pièce de théâtre. Enfin, c'était le musical. J'ai vu donc le musical d'abord. C'était extraordinaire. C'était complètement anglais, excentrique, extravagant, très, 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 très drôle. Et un an après, aussitôt a été fait le film. Et pour moi, c'était genre révolutionnaire. Alors, j'ai trouvé ça très british et j'adorais leur excentricité, leur extravagance. Le musical, la musique était géniale. Ça correspondait complètement à l'ère du temps et à ce changement qui était en train de se passer, notamment à Londres, c'est-à-dire le punk. C'était pré-punk. Et oui, ça montrait justement des personnages incroyables qui étaient à la fois, mettons, le rôle principal joué. Alors, une chose qu'il faut savoir quand même, vous avez vu l'extravagant avec les barésilles et le corset, et bien en vérité, c'est Tim Curry, un acteur de la Royal Shakespeare Theatre. C'est comme s'il y avait eu quelqu'un, mettons, de la maison de Molière, de la comédie française, qui avait joué un rôle semblable. En France, on l'imagine assez difficilement. Hein. Il y a peut-être Robert Hirsch qui aurait pu le faire, mais enfin, je ne sais pas. Pas sûr. Non, je crois qu'il y a des rôles comme ça qu'on ne peut pas faire. Les Anglais, oui. Ils vont avec différents genres et tout. Et j'ai trouvé ça formidable. Ça montrait une liberté, une invention. Et c'est très drôle parce que j'ai fait la connaissance du metteur en scène par la suite. J'ai même habillé pour son mariage. Son mariage qui n'était pas du tout gay. Il s'est marié avec une très jolie femme et tout. C'est Richard O'Brien. Pour ceux qui ont vu le film, c'est le personnage qui fait genre... celui qui est à moitié chauve comme ça, qui ouvre le valet et tout, et qui dit « Master » comme ça. C'est un personnage très extravagant, très british eccentric. Donc c'était fabuleux, ça montrait cette liberté que je voyais et que je reconnaissais à Londres, qu'il y avait dans tous les arts et dans la rue aussi. Dans la rue, donc cette espèce d'effervescence et d'extravagance. Donc ça fait partie d'une partie Londres que j'adore et qui m'a énormément influencé, cette liberté. Et ça, appliqué à votre art, à la mode, ça voulait dire tout est permis? Oui, la preuve, déjà tout y était. Regardez, lui avec... tout en étant... C'est la chose qui était assez fascinante quand même, c'est que le personnage principal est à la fois viril et en même temps il porte des barésilles, des talons aiguilles. C'est pas que je prône ça, mais je veux dire que cette liberté et de se foutre des codes, en fin de compte, de jouer avec les codes, plutôt que de s'en foutre d'ailleurs, de jouer avec... eh bien, c'est ça que je trouvais absolument fascinant et que seuls les Anglais pouvaient faire. Et c'est vrai. Et je crois que quand on a vu, ça c'est une petite parenthèse, mais quand je l'ai vu après refait en pièce de théâtre, et notamment en France et dans d'autres pays, parce que je l'ai vu dans plein de pays différents, ben, ça donnait jamais le vrai Rocky Horror Show que j'avais vu en vrai, en pièce de théâtre, avec les acteurs qui sont les mêmes que ceux du film. Hein. C'est tous les mêmes. Oui, tous. 100%. Donc, si vous voulez, c'est ça, c'est vivre Londres et vivre sa capacité de jouer avec des acteurs donc très, à la base, classiques, qui font des choses extravagantes comme ça et qui n'ont pas peur de se mouiller. Et est-ce qu'on peut tirer un fil de Rocky Horror Picture Show jusqu'au travail que vous avez fait avec Madonna, par exemple, avec une icône de la musique pop, en s'inspirant, pareil des codes très affirmés, très...
surprenant. Je n'ai pas compris très bien la question. Est-ce qu'on peut aller de ce film au travail que vous avez fait avec Madonna? Vous voulez dire si ça m'a incité, le fait d'aimer ça m'a incité après de faire des Oui, costumes on est un peu dans la même lignée. On est dans les barésies, les bustiers, les synchroniques. Oh ben non, les synchroniques, ça vient de mon ours. C'est-à-dire que j'avais un ours, Nana. J'aurais aimé avoir une poupée, mais mes parents ne voulaient pas que j'ai une poupée, donc j'ai eu un ours. Donc l'ours, je me suis dit, voilà, je vais lui faire, il lui manque quelque chose. Alors donc, déjà, je voyais que la morphologie n'était pas la même entre hommes et femmes, donc entre ours et oursonne. Et donc j'en ai fait, les synchroniques, ça a été le premier transgenre, on va dire, dans l'histoire de la mode, que je crois, mon ours, Nana. En plus, il avait un nom d'héroïne de film. Nana, le film. Donc en fait, vous avez joué à la poupée avec Madonna exactement, après. Exactement. Et donc j'ai fait les synchroniques, après j'en ai fait des vêtements, et puis Madonna arrivait. Mais elle-même, c'est elle-même qui l'a choisi en fin de compte, qui portait déjà des choses, parce que je faisais déjà des robes corsets, on va dire. C'était des robes que je faisais pas des vrais corsets. Et je lui ai fait le corset body, parce que là c'était le mélange absolu. C'est-à-dire que quand on regarde bien la tenue que je lui ai fait, c'était pas seulement un body corset. C'était un corset donc en satin, tressé sur le devant, avec le sein assez conique, donc accentué, mais c'était plutôt comme une armure. Et cette armure, figurez-vous, elle la portait sur un pantalon, c'est-à-dire qu'elle avait même le body qui passait entre les jambes. Donc c'était vraiment genre le pantalon masculin avec la veste masculine, qui d'ailleurs était fendue pour laisser passer le bout des seins. Et elle enlevait donc la veste fendue sur la poitrine, et on voyait le body, et donc avec l'entrejambe qui était l'entrejambe d'un corset sur le pantalon masculin. Donc c'est le mélange déjà de genres, à la fois masculinité et féminité. Il y a eu ces fameux synchroniques qui ont été iconiques pour le coup, oui. Et puis une des pièces de votre vestiaire qui restera sans doute à jamais, oui. C'est la marinière. Et la marinière au cinéma, c'est un autre film, voilà, c'est Fassbinder avec Querelle. Donc c'est vrai, c'est un film qui m'a marqué. Mais c'est aussi la relation avec l'époque. Et je dois dire qu'à chaque fois, quand même, j'oublie de mentionner ça, mais par exemple, le corset, c'est aussi parce qu'il y avait des filles d'une génération post-féminisme, les premières féministes, enfin premières, les je ne sais pas combienièmes féministes des années 60, on va dire, leurs filles, elles commençaient à elles-mêmes s'affirmer en remettant des soutiens-gorge sous des vestes même, vous voyez, mais elles-mêmes par leur choix. C'était plus pour être esclave ou pour être une femme objet, mais c'est simplement parce qu'elles se trouvaient jolies et séduisantes comme ça. C'était pour elles-mêmes. Donc, c'était quoi déjà la question? Parce que j'ai fait cette parenthèse qui fait que je ne sais plus ce que je devais dire. On allait à la marinière de Querelle. Voilà. Et donc Querelle, Querelle, lui, c'était un film, mais c'était aussi quelque chose qui était dans l'air du temps, c'est-à-dire que j'allais et je n'achetais pas des vêtements de créateurs et tout, j'allais plutôt m'habiller aux puces. Et au marché aux puces, il y avait ces t-shirts rayés de la marine française. Et donc, je les trouvais très beaux par le graphisme et tout. Et je me suis dit, c'est bien. Et donc, j'en ai porté. C'était pas cher. C'était très bien. Et je me disais, c'est bien, aussi bien avec même une veste classique. Même si un jour, j'avais comment on appelle ça, un smoking, ça pourrait être bien en dessous, justement, de décaler avec. Et donc, j'ai appris à jouer avec la marinière. Et puis, peu à peu, c'était très graphique comme ça et tout. Et je me suis mis à en mettre, en allongé, ça devenait des robes. Et j'en ai fait plein de choses différentes, quoi, la marinière. C'est devenu presque une signature, quoi. Et quand on veut vous rendre hommage, comme l'a fait Olivier Roustin dans le défilé haute couture, le dernier, la marinière est au centre de... Il la portait même à la fin du défilé, d'ailleurs. Mais c'est ça, c'est-à-dire que je n'ai pas inventé la marinière, j'ai fait des variations de marinière, des marinières robes. Et la première marinière que j'ai faite pour un défilé homme, cette marinière était, était avec le dos nu. C'est-à-dire que c'était porté sous une veste. Le garçon enlevait, donc d'un costume d'homme, il enlevait la veste et du coup on voyait le dos qui était complètement découpé. Voilà, c'était l'homme-objet, mon premier défilé homme. Dans les années 80, à la fin des années 80, on fait appel à vous au cinéma pour créer des costumes. Et le premier, c'est un réalisateur anglais qui s'appelle Peter Greenaway, pour le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant. Comment vous réagissez quand on vient vous chercher pour des costumes de cinéma? Ça me fait d'autant plus plaisir que c'est quelqu'un dont j'admirais son travail. J'avais vu Meurtre dans un jardin anglais qui était absolument fabuleux. Les costumes étaient historiques mais hystériques, géniaux et tout. C'était vraiment très très bien. Et puis j'aimais toute sa façon
d'accomplir ces films qui avaient une atmosphère vraiment très personnelle. Flatté aussi que ce soit un Anglais qui me demande, donc en premier, je ne savais pas après si ça allait continuer. En tous les cas, j'étais ravi et c'était très intéressant de travailler avec lui. Et alors lui, il travaillait avec un directeur artistique qui était d'origine hollandaise, je ne sais plus son nom, c'est quelqu'un d'un grand talent. Et il m'avait dit, parce que Peter Greenaway, lui, avait, pour les costumes, il m'a dit très peu d'éléments, simplement il m'avait montré des tableaux de Rembrandt, il m'avait dit, vous voyez, d'après ça, est-ce que vous pouvez reconstituer cela, mais d'une façon moderne aujourd'hui? J'ai dit oui, pas de problème, enfin avec des écharpes comme ça qui sont mises d'une façon... Enfin, bon, des choses très simples, et puis un peu de certains chapeaux, un peu simplifiés et modernisés. Mais à un moment, donc j'ai travaillé avec le directeur artistique qui, lui, avait décidé, pris un parti, c'était le fait d'Hélène Mirren, qui jouait dans le film, devait passer dans différentes pièces et il faisait, chaque pièce était d'une couleur différente. Dans chaque pièce, il y avait une autre coloration. Et je me suis dit, je vais faire pareil avec les vêtements. Donc, elle va passer, mais à chaque fois, quand elle apparaît dans l'autre pièce, elle est de la même couleur. Donc, une espèce de ton sur ton, de monochrome, comme ça, qui était intéressant. Donc, c'était drôle à faire et tout. Puis après, ça a été avec Pedro Almodovar. J'ai quand même fait 3 films avec lui. C'était formidable. J'ai adoré. On va parler d'Almodovar et on va justement lancer la bande-annonce suivante. Y uno. Cambio. Por mi culpa, por tu culpa. Hola, señor Berenguer. Buenos días, padre Manolo. Ese hombre tiene una gran deuda conmigo. Y ha llegado el momento de que la pague. No me gusta verte así. Esas cartas no son necesarias. Dámelas. Cuando me entregues el dinero. El padre Manolo. Ya no soy padre ni de mi propio hijo. Para cosas malas las dos juntas, pero para buenas tú sola. Avant de vous demander des robes pour Gaël Garcia Bernal, oui. Ça a commencé avec Kika, avec Victoria Abril, Rosy de Palma, enfin ces actrices. Oui, qui sont les siennes et qui sont extraordinaires. Il a son choix des actrices, c'est toujours particulier, quoi. Il en a Penélope Cruz, on l'a connue grâce à lui. Enfin. Et son talent à elle, évidemment, mais vraiment, il a la base et il sait les jouer. C'est c'est un directeur d'acteurs absolument extraordinaire, enfin, et d'actrices. Il sait vraiment montrer la femme d'une façon, justement, pas seulement au bord de la crise de nerfs, mais vraiment dans tous ses états, on va dire. Et comment est-il comme directeur de costume, alors? Comment est-ce qu'il vous passe ses commandes? C'est génial. Mais enfin, une chose que je dis, quelquefois, c'est quand j'ai fait le premier essayage pour Kika, avec Victoria Abril. Donc il était là, parce qu'il veut voir tout. Hein. Alors il est vraiment, c'est lui, c'est le pouvoir sur tout. Pouvoir, mais bien, genre c'est vraiment le fait qu'il sait quand même assez bien ce qu'il veut. Il laisse de la liberté, mais quand même, il regarde et il est présent. Et donc, Victoria Abril était en train de porter une robe, la toile du vêtement qu'elle allait porter pour la scène où elle est, genre cette espèce de femme, présentatrice de télévision, mais là quand elle enquête et qu'elle a sa caméra sur la tête. Donc ça, il y avait l'histoire, on avait fait une maquette, parce que ça, l'histoire d'une caméra, bon, on a fait le casque à ma façon, mais c'était lui qui avait l'idée que quand même c'est elle qui voyait comme si elle était tout le temps à la recherche d'œil et de pouvoir filmer tout le temps. Donc on avait fait le casque et tout, bon ça c'était bien, on avait essayé. Et puis il y avait le vêtement qu'il fallait faire, alors qu'il était quand même, comme c'était quand même assez dangereux et tout, c'était quand même une cascadeuse en quelque sorte, donc c'était un vêtement qui avait comme des pare-chocs un peu alentour du corps et tout, enfin bon. Donc elle portait ce vêtement, donc c'était la toile, et donc ça veut dire, la toile ça veut dire quelque chose qui n'est pas encore définitif et qui est épinglé. Et donc, elle était là et elle l'enfile, alors on était en train de mettre des petites rectifications et tout, au point de vue volume et aussi pour qu'elle bouge bien. Et Pedro était là, et à un moment, voyant donc, j'imagine exactement comme il l'aurait voulu imaginer, comme il le souhaitait, le costume, il commence à lui lancer une réplique
d'un personnage qui devait lui parler par la suite. Et elle, du coup, pour la relancer, pour qu'elle se mette à parler et elle commence à bouger dedans de la façon dont elle ferait quand elle dirait justement ce qu'elle avait à répondre, son texte. Et là, je vois Victoria qui commence à avancer, à faire les gestes, etc. Et peu à peu, toutes les épingles qui s'envolaient à droite et à gauche et tout. Et j'étais là derrière en train d'essayer de récupérer et tout. Et on est obligé de refaire tous les essayages. Mais c'est parce qu'elle était prise, et il était pris par le film. Et pour lui, c'était concret, ça y est, c'était le personnage. Donc voilà, il lui lance les mots et il fait répéter plusieurs fois et tout. J'ai vu un autre essayage aussi où, un autre essayage de vêtements. C'était pour la Mala Education où il y avait comme une espèce de cercle comme ça avec des lumières, et avec des projecteurs, avec des caméras aussi, des caméras qui étaient là. Et donc, il essayait de voir quel était le meilleur angle pour filmer. Donc du coup, il faisait dire à l'acteur, à chaque fois le texte, en le faisant passer pris de différents angles, pour voir le résultat et décider. Et donc là, c'était vraiment à chaque fois, no, por favor, il devait dire une phrase très simple, no, por favor, no. Et bien, il lui faisait redire, même sur le même plan, non, parce d'un seul coup, il n'avait pas entendu exactement ce qu'il voulait entendre, donc c'était non, por favor, non, 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 no, por favor. Alors, no, por favor. Allez, continue là. Tac. À chaque fois, il s'est répété, ça a duré 2 heures. Je crois que les essayages et les robes avec Gaël Garcia Bernal, c'était un peu compliqué aussi, non ? Ah ben alors là, ça a été une autre histoire. Là, ça a été une autre histoire parce qu'il avait tourné dans un film auparavant, 2 films auparavant, un film mexicain, je crois, je ne sais plus, le célèbre qu'il a fait. Amour chienne, je crois, non ? Comment ? Amour chienne. Oui, c'est ça. Et il avait un rôle où il devait être homosexuel. Et il n'était pas homosexuel, mais enfin, disons, là, il avait encore un rôle où il changeait de sexe. Alors, c'était bon. Donc, Et il nous a fait une crise, un caca nerveux, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, justement, c'est très mal tombé parce que il paraît qu'il le vivait assez mal parce que déjà, je l'ai su par la suite, il paraît qu'il devait donc à un moment être très musclé, très musclé, très musclé. Et pour la première partie du film, et après, il devait ne plus être musclé pour pouvoir faire le rôle quand il change de sexe, donc d'être plus féminin. Et donc, déjà, il paraît qu'il continuait à faire du sport. Bon, un jeune, il continuait, et Pedro, ça n'allait pas et tout. Et donc, il y avait une espèce de rébellion et tout. Et j'ai eu droit donc à cette rébellion du fait que le jour où je suis venu à Barcelone, ça a mis 4 jours pour faire l'essayage où on a attendu. Les essayages étaient reportés. Ce que j'ai su à la fin, c'est qu'il ne voulait pas parce que c'était justement la robe que j'avais dessinée où il était dans un numéro un peu de travesti. Donc, à l'époque, ce n'était pas des drag queens, mais c'était des travestis. Et donc, c'était une robe comme tout nu et avec comment donc redessiner la poitrine, redessiner le sexe féminin, enfin brodé, on va dire tout ça en broderie, mais quand même qui montrait un corps féminin. Et j'arrive juste pour l'essayage de cette robe-là, qui était vraiment justement ce qui lui déplaisait, et il n'avait plus du tout envie de ça, il se sentait très, très, très gêné. Donc ça a été le vendredi, c'est arrivé au lundi, après, reporter à chaque fois l'essayage, et il était un peu de dépression. Et alors, chose incroyable, c'est que ça se passait donc assez mal avec Pedro, là, à ce moment-là, parce qu'il avait ces problèmes-là. Et donc, comment ? Mais par contre, Pedro, quand il est arrivé, alors que c'était en plein drame, on ne savait pas si le film allait continuer, même à cause de lui, parce qu'il ne voulait plus tellement interpréter le rôle. Pedro, comme si de rien n'était. On voit que c'est un génial acteur aussi, parce que vraiment, très très bien, comme si tout allait très bien, alors que c'était une espèce de guerre comme ça. Bon, et l'essayage s'est bien passé, le film s'est bien passé, voilà. Et puis vous avez travaillé après avec lui sur la pielle qui habite, la peau que j'habite. Oui. Et là, je crois c'est lui qui vous a un peu restreint dans vos... Ouais, parce que j'avais pensé à des choses plus extravagantes, mais je crois qu'il voulait quelque chose de beaucoup plus réaliste. Donc la peau que j'habite est devenu seulement un corps avec un peu quelques cicatrices, on va dire. Quelques cicatrices, donc comment faire évoquer la cicatrice et le fait que le corps est peut-être amputé.
Et vous aviez imaginé quelque chose de plus... Ah, j'avais imaginé des choses assez extravagantes, c'est-à-dire carrément comme quelqu'un qui passait dans un passage où elle était complètement avec des perfusions de partout, comme une espèce de délire, un peu comme dans l'esprit de Kika. Ce qu'il y a, c'est que pour Kika, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y avait deux parties. Le personnage était à un moment donc cette espèce de journaliste avec sa caméra sur la tête, donc, comme je l'ai dit... assez protectrice, et d'un autre côté, il m'avait dit, ça sera plutôt une présentatrice, c'était son autre rôle, donc elle était présentatrice, mais d'un show genre Las Vegas, mais punk. Alors là, je ne pouvais plus m'en donner à cœur joie, parce que le côté Las Vegas, bon, ça veut dire théâtral et tout, nanana, un peu à l'américaine, mais punk, ça veut dire un peu plus trash. Donc, elle avait justement les seins explosés, avec les seins qui sortaient, les vrais seins, et la robe qui était comme ensanglantée parce que le sein avait transpercé. Donc j'avais fait un côté glamour en velours de soie noire. C'était très beau avec du velours rouge et du satin rouge et des espèces de perles rouges qui perlaient comme si le sang continuait à saigner. Donc ça, je me suis beaucoup amusé. Mais c'est bien quand on peut s'amuser, parce que quand c'est pour faire dans ces cas-là, il y a les costumiers qui font un très beau métier, mais c'est plutôt d'habiller d'une façon, comment on va dire, comme la vie de tous les jours. C'est pas facile à faire, parce qu'il faut choisir vraiment. Ça demande beaucoup de finesse comme métier à faire cela. C'est-à-dire, je ne saurais pas le faire, quoi. J'aime bien quand même aller dans l'excentricité et tout. C'est un autre métier, mais qui est remarquable. Vous vous étiez bien trouvé avec Almodovar sur cette collaboration. Exactement, Dans l'exposition de la Cinémathèque, il y avait aussi tout un chapitre consacré à la mode au cinéma. Donc il y a eu Falbala il y a très longtemps, mais il y avait tout un chapitre sur William Klein, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, et dont le travail est assez peu connu sur la mode. Enfin, c'est resté un peu confidentiel, mais c'est des films qui ont été très marquants. Alors d'abord, il a été photographe de mode, et il paraît qu'il détestait la mode. Mais c'est pour cela qu'il a fait tellement des belles photos de mode. C'est parce qu'il la détestait. Quelquefois, il ne faut pas aimer seulement, parce que quelquefois, on peut être amené à copier et tout. Lui, il a voulu un peu défricher tout ça. Et dans les années 50, il y a des merveilleuses photos de lui, avec notamment, je ne sais pas si vous avez vu, mais ce sont des photos qui ont été faites, je crois, aux États-Unis, où il y a des femmes habillées années 50 avec des larges rayures, noires et blanches. Et sur le sol, il y a le sol qui est un sol où il y a justement des marques sur les trottoirs, vous voyez, et tout. Et donc, ça fait une espèce de chose extrêmement graphique. Et il a fait un film absolument époustouflant sur la mode, justement parce qu'il la déteste, qui s'appelle « Qui êtes-vous, Polymagou ?» qui est vraiment, alors ça a été, quand je l'ai vu, c'était une révolution totale, c'est-à-dire que c'était dans les années 60, et il dépeignait un peu le milieu de la mode à travers un mannequin, justement, qui était un peu une victime de toute l'espèce de didacte de la mode. Il y a une caricature, notamment, de la rédactrice en chef du Vogue américain, qui veut la mort de la haute couture française et tout, donc il y a les funérailles de la haute couture française. Bon, c'est assez incroyable. Mais en plus, il y a des images extrêmement belles qu'il a faites, justement, avec toutes les filles habillées un peu en courrège, avec des larges rayures très graphiques, blanches et noires, très larges, et avec derrière, tout est noir et blanc et tout, c'est absolument fabuleux. Et vraiment, il a un talent fou. Et avec un œil très bon, justement parce qu'il n'aime pas la mode et les gens de la mode. Donc du coup, il montre un peu les travers, comme il y en a dans tous les métiers. Mais le regard critique. Exactement. Donc c'est bien, en fin de compte, parce que ça fait ressortir des choses étonnantes. Vous venez de dire absolument fabuleux. Vous avez été aussi acteur, vous avez été aussi... On ne peut pas dire acteur parce que je faisais mon propre rôle. Vous avez joué votre propre rôle. Et... J'avais 2 mots à dire. Ouais, mais ce n'est pas arrivé à beaucoup de couturiers, vous vous rendez compte? Je crois, il y a Christian Lacroix, à un moment, qui avait fait aussi pour Absolument Fabuleux la série anglaise, que j'ai fait aussi après. Par la suite, j'ai fait aussi une apparition dans cette série anglaise. Mais oui, mais enfin, le rôle d'acteur ne me va absolument pas. Hein. Même moi-même. Il fallait un moment... Alors, j'ai eu la chance quand même de croiser Catherine Deneuve dedans, dans celui d'Aguillon, là, le Hab-Fab français, de croiser où je devais lui dire bonjour, mais même mon bonjour sonnait faux, quoi. J'étais paralysé et tout, c'était effrayant, quoi. Il n'y a rien de plus dur que de dire un bonjour normal. Non, mais c'est vrai, c'est terrible, quoi. Entre le fait et tout, il y a les caméras et tout, et puis on est là, je me trouve devant Deneuve et tout, et bonjour. Même si je la connaissais et tout, qu'elle était tout à fait très naturelle et qu'elle est plutôt autre chose, mais quand même, bonjour, non, bonjour. Bon, c'est un métier. C'est un vrai métier, en fait. Ah oui, c'est un vrai métier, c'est quelque chose vraiment de très, très différent. Moi, je suis bien derrière, voilà, à regarder, mais pas du tout... en face de la caméra.
Et avant d'être juré ici à Saint-Jean-de-Luz, vous avez été le premier couturier, le premier créateur de mode à siéger au jury du Festival de Cannes, ce qui n'est pas rien. Et encore maintenant. Le seul, le premier et l'unique. Petite fierté quand même. Quel souvenir vous gardez de cette expérience ? Oh bah c'était assez génial parce qu'on découvrait, c'est un peu comme ici, on découvre des films qu'on n'a pas vus, enfin quand ils ne sont pas encore sortis. C'est intéressant et puis le contact et puis la réaction de voir aussi les autres membres du jury, la perception et tout, ce qu'ils apportent et tout. Je me suis senti assez mal à l'aise parce qu'en fin de compte, je me disais, je ne suis pas légitime, même si j'ai fait des costumes, j'ai travaillé avec Greenaway, avec Besson, avec Almodovar, et puis Caro et Jeunet aussi, que j'adore aussi, pour la Cité des enfants perdus. Mais enfin, entre travailler et tout, c'est quand même, je ne suis pas quand même quelqu'un vraiment du métier. Et en fin de compte, c'était très intéressant d'entendre les opinions et c'était assez drôle de voir aussi les réactions et quelquefois la réaction des personnes du jury qui, quelquefois, pour certains motifs qu'on peut comprendre, n'aiment pas telle et telle chose. Quelquefois des choses personnelles. Il y a des petites cuisines internes comme ça. C'est pas de la cuisine, c'est disons des réactions de pourquoi on n'apprécie pas telle et telle personne pour des raisons très personnelles. Donc c'est assez amusant de le découvrir et de le remarquer, et voilà, discrètement, pourquoi quelquefois, oh non, pas la meilleure actrice, non. Bon, je ne dirais pas de non, hein, mais c'est assez amusant quand même. Pardon. On va mais alors une chose que je dois dire, parmi cette expérience quand même, une chose qui m'a assez étonné, c'était Nanni Moretti qui était président, et à la fin, on avait vu tous les films, et donc tous les jurés, on était tous d'accord sur Amour. C'était le film avec Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva, qui était absolument magnifique, très 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 beau, vraiment un choc. Et donc, Nanni Moretti nous a dit, écoutez, moi je n'aime pas le cinéma d'Henke, mais puisque vous êtes tous, alors que c'était lui le président, hein, tous d'accord, eh bien, on fera. Ce sera Amour qui gagnera la palme. Et donc, j'ai trouvé ça quand même assez remarquable, parce qu'il avait le droit de dire non. Non, on peut lui mettre un autre prix, mais pas celui-là, ou le prix du jury, par exemple. Donc c'est un message subtil à Géraldine Pellas, la présidente du jury à Saint-Jean-de-Luz. Je n'ai pas à lui faire, je crois. Elle est tout à fait elle-même et absolument honnête. Et je pense, écoute aussi. Et puis on sera peut-être tout à fait d'accord, tous. Pour terminer, avant peut-être de laisser la parole au public pour quelques questions, moi j'aimerais revenir sur la façon dont vous avez révolutionné la mode, révolutionné aussi la société, parce que votre humilité légendaire vous empêche de reconnaître l'impact fort que vous avez eu sur la société. Et on va faire le lien avec un film qui raconte une époque qui a été importante pour vous, l'époque de vos débuts dans la mode, de la façon dont vous avez libéré la mode française. Et vous êtes à ce jour vraiment le seul couturier français qui soit aussi connu dans le monde, et c'est pas pour rien. Donc on va parler des liens entre la société et la mode avec cette dernière bande-annonce. Nous vivons le sida comme une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant nos amis meurent, et nous ne voulons pas mourir. Nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale. Je vais résumer la situation. Melton Farm a décidé d'orchestrer une pénurie de traitements afin de faire parler de sa nouvelle molécule. Et d'amplifier l'effet d'annonce, on va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. Je risque pas de choper votre connerie de sida, hein. Je suis pas pédée. Ah. À Acte Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous. Rejoignez-nous. 120 battements par minute de Robin Campillo, qui est forcément un film qui a eu une résonance forte. Très forte, évidemment. C'était vraiment très émouvant. Je l'ai vu en plus à Cannes. Je ne sais plus si c'était l'année où
justement où j'étais membre du jury. Non, il n'était pas en compétition. C'était l'année où Pedro Almodovar présidait le jury. Voilà. Mais je l'ai vu et ça a été un choc total, quoi. Parce que évidemment, c'est ça aussi le cinéma. C'est-à-dire que le cinéma, il est là, présent, il suit un peu ce qui se passe dans la société, il dénonce, il annonce, il provoque, et c'était un merveilleux film qui montre quelque chose dont le monde entier a été touché, c'est-à-dire avec ce fléau du sida, et qui a fait de nombreux morts. Et c'était merveilleusement montré dans le film, très, très, très émouvant, je dois dire. Sur un combat qui avait été un peu ignoré à l'époque et qui, quelque part, permet d'avoir ces images qui manquaient presque. C'est vrai, tout à fait. Non, je crois que voilà, ça fait du bien que soient montrés des films qui sont aussi qui montrent une chose. Quand on pense que dans les débuts 90, on pouvait pas dire, on disait pas le mot sida, on disait la maladie. Et c'est terrible, quoi. Et peu à peu, quoi. Bon, voilà, ça s'est dit et c'est moins devenu tabou. Et puis après, voilà. Et du coup, ça a permis peut-être de faire survivre des personnes qui ont été atteintes, parce qu'au départ, c'était on n'en parle pas, on ne voit pas, on ne connaît pas, on ne sait pas. Donc, ce film-là était complètement rappelant tellement de choses et montrant aussi ce qu'a fait Act Up, qui était un mouvement très très fort et très, très virulent et qui a fait bouger les choses, beaucoup de choses. Donc c'est très bien que des films comme ça existent, évidemment. Ça, c'est aussi du cinéma et du grand cinéma. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai trop parlé. Je vois rien en plus. Non ? Ah. Je vais venir vous apporter le micro. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'avais juste une question. Vous, en tant qu'entrepreneur, parce que vous êtes un personnage inspirant aujourd'hui, mais je voulais savoir, vous, en tant que créateur et entrepreneur, quelles étaient les ressources que vous mettez à votre disposition ? Vous entendez quoi par cela ? Parce qu'entrepreneur, déjà, je ne me considère pas trop comme un entrepreneur. Heureusement que j'ai eu des personnes qui étaient plus entrepreneurs, c'est-à-dire avoir une entreprise, mais la gérer, vous voulez dire ? Non, mais justement, entrepreneur dans le sens innovant, créateur. Ah, voilà. Donc la question... J'étais bloqué par le mot. La question, c'est quelles sont les ressources ou la foi que vous avez en vous pour aller jusqu'au bout de vos projets ? Et toujours, c'est plus ça. Qu'est-ce qui vous anime ? Ah oui. Je crois que c'est la passion, simplement. Si vous voulez, vraiment, je crois que je suis gâté, et je souhaite ça à tout le monde, que tout le monde a un peu ça, c'est que j'ai réalisé mon rêve de gosse, quoi. C'est-à-dire, c'est ce que je voulais faire, c'est le métier que je voulais faire quand j'étais adolescent, et je le fais. Donc c'est à la fois, en même temps, un jeu, pour moi, continuer à jouer, quoi, puisque je jouais déjà en dessinant, et en faisant des collections qui n'ont jamais existé d'ailleurs, quand j'avais à partir de 13-14 ans, et jusqu'au moment où j'ai commencé à travailler. Et donc ça a continué, si vous voulez, j'ai continué à jouer, à faire ce métier qui est pourtant très sérieux et qui demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail. Mais quand on le fait dans la joie et dans la passion, et qu'on aime ça, je crois que c'est pour tous les métiers pareil. Quand on aime son métier et qu'on est passionné, on arrive à sortir toute l'énergie qui est nécessaire. Et on se la donne et on la donne. C'est assez égoïste, en fin de compte, je crois. Oui, parce qu'on pense toujours à ça et on remet tout à ça. C'est-à-dire que quand je vois tout ce que je vois, je le transforme un petit peu, en quelque sorte, en vêtement. Ou ça me donne une idée pour quelque chose d'autre. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir pu faire de la mode, puisque ça c'était mon premier souhait et tout, puis après un spectacle, maintenant un Fashion Freak Show, qui est plus quand même, puisque quand même pour moi la mode c'est associé au spectacle. De toute façon, dites-vous bien une chose, c'est qu'à partir du moment où vous êtes habillé, vous dites quelque chose à travers les vêtements, et votre comportement, votre attitude. Donc c'est une construction, c'est un film que vous faites de vous-même en quelque sorte, vous voyez. Donc le vêtement a un rapport total par rapport à la célébration. On peut communiquer avec le vêtement, on peut s'exprimer par le vêtement, on peut envoyer des messages, que ce soit des connotations intellectuelles, sexuelles, sociales, évidemment. Donc déjà, c'est une façon de s'exprimer soi-même.
Donc, en cela, j'ai aucune honte à avoir fait ce métier qui peut paraître quelquefois quelque chose de seulement pour... Non, il n'y a pas besoin d'être riche pour pouvoir être bien habillé, non. Être bien habillé, c'est dire des choses avec son vêtement, c'est être soi-même avec les vêtements. Donc c'est ça, c'est être bien dans sa tête, donc à la base. Enfin, en accord avec soi-même. Ou trouver un accord avec soi-même grâce aux vêtements aussi. Donc je crois que... Voilà, je ne sais pas où était la question, mais enfin, je me suis égaré un petit peu. La réponse est pas mal. Moi, je me posais une question hier. Je me disais, ça ne doit pas être facile de décider comment on s'habille le matin quand on s'appelle Jean-Paul Gaultier. Alors ça, je vais vous dire une chose, c'est-à-dire que c'est terrible, parce qu'en fin de compte, je me rends compte que je n'ai rien à foutre de comment je m'habille. C'est horrible, l'expression convient tout à fait à ce que je pense pour moi-même. Parce que, comment si vous voulez, moi, ma projection, c'est les autres. Ah pardon. Donc ma projection, c'est pas moi-même, c'est, si vous voulez, les autres. C'est-à-dire qu'il y a plutôt des gens qui vont m'animer, m'inspirer, et je vais voir de par leur attitude ou quelque chose comme ça qui, tiens, ça me donne des idées, ou tiens, sa silhouette est pas mal, ah, sa façon de bouger, de mettre la main dans une poche qui n'existe pas, par exemple, de chercher une poche comme ça et tout. Bon, ça peut donner des idées, là, je donne des exemples très simples, mais donc, les autres m'inspirent, parce que peut-être, moi, disons que mon image ne me ravit pas spécialement. C'est pas que je ne vais pas me foutre des claques tellement j'aime pas me voir dans la glace. Mais non, c'est pas moi. C'est parce qu'au contraire, il y a des gens qui me motivent plutôt par leur attitude, par leur énergie. C'est pas seulement au niveau du vêtement. Quelquefois, je me dis, ah tiens, cette personne-là, c'est bizarre qu'elle s'habille comme ça, parce qu'en fin de compte, je la vois autrement, de sa façon de parler, d'agir et tout, ça ne correspond pas trop à elle-même. Mais c'est peut-être parce qu'elle s'en fout totalement, et c'est son droit le plus strict. Mais donc, je ne sais plus quelle était la question. Vous voyez, je dis, est-ce que j'ai répondu quand même un peu ? Je vois juste que quand on vous parle de vous, vous arrivez toujours à parler des autres, et c'est assez... Oui, parce que c'est pas du tout ma projection. Moi-même, c'est pas du tout ma projection. Il y en a, c'est vrai, il y en a qui. Alors quelquefois, ça peut avoir des mauvais côtés, parce que je vois par exemple que j'ai remarqué, en général, les femmes qui sont créatrices de mode, elles vont réussir à être à la fois créatrices, mais avec un côté plus. On sent que c'est du vécu elles-mêmes. Alors que quelquefois, les créateurs de mode masculins sont plus dans des abstractions, on va dire, moins pensant à s'habiller eux-mêmes, mais à projeter une espèce, une équilibration, on va dire, vous voyez ? Et ça, c'est vrai que le côté, par exemple, quand on voit Chanel, Coco Chanel, ce qu'elle a fait une révolution féminine. Parce que par le vêtement, en effet, elle a habillé, elle a été élevée dans un orphelinat, elle a habillé toutes les femmes qui étaient à l'époque habillées en poiret, en orientalisme absolu, avec des plumes, avec des manteaux entravés, cocons et tout, etc. Des choses fabuleuses dans des matières vraiment japonisantes et tout. Enfin, bon, des choses très très belles et très luxueuses. Et elle a montré des robes d'orpheline pour les femmes. Et elle leur a fait couper les cheveux et elle s'est laissée, elle venait de la campagne, donc le bronzage a mis le bronzage à la mode, parce que justement c'était une révolution féminine, c'était quelque chose. Alors il peut y avoir peut-être des révolutions masculines, mais enfin au niveau du vêtement ça n'existe pas encore. Je veux dire, de faire si, il y a un peu quand même. Maintenant, les gens sont beaucoup plus fluides, et donc, du coup, il y a des mix, et si, il y a quand même des choses... Et vous y êtes beaucoup. Mais les femmes ont eu plus à faire, parce qu'elles souffraient beaucoup plus d'une espèce d'étiquette sociale, et de ça. Donc, il y avait un combat féminin qui s'est toujours marqué, et Chanel a été la pionnière, hein, et en fin de compte, quand ça marche bien... Mais, alors, c'est ça que je veux dire, c'est qu'à la fois, c'était révolutionnaire, ce qu'elle a fait, socialement, le reflet de la société, de la femme qui changeait, des femmes qui s'affirmaient, la garçonne, les cheveux coupés courts et tout. Mais c'était un mouvement, disons, on va dire, une révolution sociale. Et elle a habillé cela, mais sans faire des créations qui étaient une espèce de forme abstraite. Les hommes vont plus vers ça quand ils habillent quelquefois les femmes. Peut-être parce qu'eux-mêmes ne le porteront pas. Voilà, c'est peut-être ça la chose, c'est tout à fait ça. Mais pour autant, donc ils font
C'est pour ça qu'ils font peut-être en général l'homme d'une façon aussi triste. C'est peut-être pour ça que vous avez un peu révolutionné le vestiaire masculin. Ben non, parce que je me suis dit simplement le fait que égalité pour tout, quoi. L'homme et la femme, donc l'homme aussi, il peut être objet, il peut être sexy, il peut suivre la mode. Et je voulais, au départ, si vous voulez, je vais vous dire, c'était un peu en réaction par rapport à cette espèce. Alors c'était le côté, le costume pendant des dizaines d'années, plus du tout le côté comme, mettons, à l'époque de Louis XIV, où c'était l'époque de la guerre en dentelle et tout. Enfin bon, c'était assez baroque et extravagant. Donc ça, et on n'a pas le côté anglais non plus, parce que eux, les Anglais, quand même socialement, même de milieux pauvres, ils arrivent à être provoquants et dire quelque chose à travers les vêtements. Les Français, non. C'est toujours le bon ton et tout. Donc ça ne doit pas se montrer. Moi, je me souviens, et tout, les premières fois que je suis allé, où j'ai commencé à travailler, et j'allais en Italie pour fabriquer, parce qu'il y avait des industriels qui voulaient bien nous fabriquer, alors qu'en France, il y avait de moins en moins d'industriels. Et donc, je suis allé en Italie et je voyais les Italiens, mais toujours avec, quand même, habillés d'une façon, avec du lin, par exemple. Est-ce qu'on porte du lin en France? Non. Pourquoi? Parce que c'est froissé, nanana. Alors que c'est très beau de froisser, vous voyez. Il y a une espèce de... Ils ont une éducation de la beauté qui est quand même là, et que ça se voit par le choix des couleurs et tout. En France, disons quand j'ai commencé, disons en 76, 77 et tout, en France, c'était plutôt genre un homme qui va être un peu trop bien habillé, il va être précieux et on va le juger, c'est un peu trouble ça. On va se dire, il doit être sûrement gay, homosexuel et tout. C'était ça un peu. On voyait jamais un homme aller dans une boutique pour faire du shopping. Ou alors c'était accompagné de copains et encore, non, même pas. C'était avec sa mère. Sa mère ou son épouse, voilà. C'était sa mère ou son épouse qui choisissait. Il n'y allait même pas quelquefois. Donc quand même, et je voyais qu'en Italie, par contre, mais ça c'est l'éducation italienne, ma deve essere bello, bellissimo. Alors il y a toujours cette notion de beau, 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 beau. Les gens, la majorité des gens de n'importe quel milieu social emploient le terme beau. Ma c'est bello questo, c'est beau cela. Vous voyez, tout doit être beau. La beauté dans la nourriture, la beauté dans tout. Éducation, ça. Nous, pas du tout. Donc, je voyais là-bas, dans les boutiques, à l'époque, c'était les boutiques Fiorucci, il y avait plein de jeunes mecs qui étaient entourés de copains et tout, et qui étaient là en train de faire du shopping, pas du tout gênés, qui osaient mettre des choses, mais pas du tout ambiguës, quoi. Ils le portaient d'une façon très virile, en plus. C'était simplement que c'était une belle matière, un goût, un sens du vêtement. Ça, c'est vrai qu'en France, on a un peu ce complexe-là. Alors qu'il y a eu Louis XIV, mince, qui a été celui qui a été peut-être un des plus extravagants rois de toute l'Europe. Les Russes, quand même, aussi, ont été une grande extravagance. Enfin bon. Je vous remercie. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul de votre générosité. C'était vraiment très chouette ce moment avec vous. Et bon film. Quoi de plus merveilleux que de voir des films de cinéma, hein? Profitons-en toute cette semaine. Au cinéma.